Bonjour à tous. Déjà, avant de commencer, toute l'équipe d'MCA Finance vous souhaite une excellente année 2026. Et on va, dans cette vidéo, essayer de se projeter sur 2026. Quelles sont nos perspectives chez MCA Finance sur les différentes classes d'actifs. Et pour commencer, regarder ce qui s'est passé en 2025 et notamment quelles ont été les performances des classes d'actifs. Alors, on avait un discours en début d'année 2025 qui était plutôt un arbitrage du monétaire vers de la prise de risque, vers des actions et vers des obligations. Et sur l'année 2025, on a eu une très bonne performance des actifs risqués, avec en premier lieu les actions qui ont très bien performé, un CAC 40 à plus de 13%, un Eurostock 50 à plus de 21%, et même des marchés américains en euros qui ont été positifs malgré une forte dépréciation du dollar, puisqu'on a eu à peu près une dépréciation de 13-14% sur l'année du dollar face à l'euro. Et malgré ça, les indices américains, de par la croissance des croissances bénéficiaires des acteurs de la tech notamment, vont faire une performance positive en euros. Donc les actions ont été très porteuses en 2025. Sur les obligations, pareil, on a une année qui a été une année de bonne qualité avec des performances sur du crédit européen, sur de l'IG autour de 1,5-3%. Et en allant sur des notations plus faibles, sur du high yield par exemple, on obtient quasiment du 5-6% sur l'année 2025. Donc une bonne année pour la prise de risque. Notons qu'il y a eu une très forte résilience économique. On avait un scénario global de soft landing aux États-Unis, donc atterrissage en douceur de l'inflation et croissance économique, et c'est ce qui s'est plutôt produit, alors surtout en Europe par rapport aux États-Unis, on y reviendra, mais on a plutôt eu ce soft landing qui fait qu'il y a une très forte résilience économique, très peu de défauts, et donc une bonne performance sur les obligations, avec par contre des taux souverains qui se sont un peu tendus sur la zone euro, là où il y a eu, et ça c'était plutôt au contraire à ce qu'on pouvait penser au début d'année, une détente des taux américains. Ça c'est pour les classes d'actifs, actions, obligations, un petit récapitulatif rapide. Et à noter aussi que le monétaire, comme on le prévoyait il y a un an, a aussi nettement baissé de par la baisse des taux directeurs par les banques centrales, avec plusieurs baisses de taux qui ont eu lieu toute l'année par la BCE sur la zone euro, et puis des baisses de taux qui ont commencé plus tardivement par la Fed à partir de septembre, mais donc des taux directeurs, des taux courts qui sont de plus en plus bas. On va essayer de se projeter sur 2026, c'est tout notre métier ici d'allocataire et de gérant de portefeuille. Et on va commencer par le monétaire. Alors on a parlé tout à l'heure de la performance du monétaire qui est de plus en plus faible au fur et à mesure que les taux directeurs des banques centrales baissent. On a grosso modo un monétaire qui a tourné autour de 2,30-2,40% sur l'année et qui a terminé l'année, alors je parle du monétaire euro, ce qui nous intéresse le plus, et qui a terminé l'année sur un rythme plutôt de 2%, voire un petit peu en dessous. On pense nous que la dynamique va rester baissière sur les taux courts. Pourquoi ? Parce qu'en zone euro, l'inflation est plutôt sous contrôle. On a vu qu'il y avait un retour assez rapide finalement de l'inflation en zone euro vers les 2%. On a des pays en zone euro, notamment en France, où les derniers chiffres à notre disposition sont plutôt à 0,8-0,9% en rythme annualisé. Donc l'inflation n'est plus trop un sujet en état actuel des choses, sauf s'il y a des nouvelles tensions commerciales, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, mais à l'état actuel des choses, l'inflation n'est plus trop un sujet en zone euro. Et du coup, la BCE va peut-être pouvoir de nouveau baisser ses taux, peut-être une fois, peut-être deux fois, en fonction de la croissance économique, parce que pour l'instant, ce qu'on voit au niveau des indicateurs économiques, c'est une croissance qui reste très molle en zone euro, très faible, et donc des baisses de taux qui vont permettre d'essayer de faire accélérer un petit peu la croissance économique en zone euro. Donc un monétaire qui va rester dans une dynamique baissière en zone euro, et probablement aussi aux États-Unis, même si aux États-Unis il faut noter que l'inflation reste sur des niveaux bien plus élevés que les 2%, l'objectif de la Fed des 2%. On est plutôt autour de 2,9% en rythme annualisé aujourd'hui, 2,8% aux États-Unis. Et on voit bien, c'est assez net en comparant les graphiques entre la zone euro et les États-Unis, que l'inflation a beaucoup plus de mal aux États-Unis de par la vigueur de la consommation encore, la résilience du marché du travail qui reste quand même encore assez étroit, et on voit donc que l'inflation revient beaucoup plus lentement vers les 2%, et peut-être aussi, n'oublions pas, par l'impact des tarifs douaniers qui progressivement créent une inflation aux États-Unis. Et donc on reste quand même sur un scénario de baisse de taux, d'une dynamique de baisse de taux court aux États-Unis, donc du monétaire qui va rapporter un petit peu moins que ce qu'il rapportait il y a 6 mois, 1 an, mais quand même un risque plutôt à la baisse de taux, une voire deux. Le marché aujourd'hui voit plutôt deux baisses de taux, on est plutôt à une voire quasiment pas de baisse de taux, donc vous voyez on est peut-être un peu plus prudent que le marché là-dessus chez MCA Finance, mais on voit toujours en tout cas un monétaire, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, qui aura une tendance à baisser encore, moins vite qu'en 2025, mais qui aura encore une tendance à baisser en 2026. C'est un préambule qui nous semble être intéressant, puisque comme l'année dernière on disait attention, le monétaire vous rapportera de moins en moins, il faut d'ores et déjà penser à faire retravailler son épargne,
Et donc on va renouveler ce call en ce début d'année en se disant attention, le monétaire qui vous rapporte actuellement en zone euro du 2% vous rapportera moins dans quelques mois, et donc il faut commencer dès maintenant à anticiper et à arbitrer vers d'autres classes d'actifs. Et c'est là où on va s'intéresser à plusieurs marchés, notamment dans un premier temps les marchés obligataires et dans un deuxième temps les marchés actions. Donc l'une des alternatives qu'on peut avoir au monétaire qui va rapporter de moins en moins, c'est bien sûr les marchés de taux. On va d'abord parler des taux, des marchés des govies, des emprunts des États, et puis après on parlera du crédit. Dans un premier temps, donc sur les govies, on pense qu'il y a quand même un risque qu'il ne faut pas négliger de tension sur les taux longs à court terme. Sur le 10 ans français, on est aujourd'hui autour de 3,5%. L'État français se finance à 3,5%. Et il y a un risque qu'on ne peut pas exclure, que ça se retourne vers 3,80, 4%. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ces hausses de taux. Et puis il y a bien sûr le contexte politique français qui peut demain changer avec une dissolution par exemple, une nouvelle dissolution, une censure puis une dissolution, donc on pourra avoir de nouvelles tensions. Il y a peut-être des bonnes surprises sur le point de vue économique, ça c'est peut-être un scénario qu'il ne faut pas exclure. Et puis peut-être une inflation qui peut repartir un peu à la hausse, notamment avec tout ce qui se passe au niveau des tensions géopolitiques avec les États-Unis. Donc on peut peut-être avoir un peu plus d'inflation en ce début d'année. Donc on ne peut pas exclure que les taux longs se tendent. Et donc nous on est dans une stratégie en ce début d'année de gestion active de la duration, à savoir une reprise de duration par palier, parce qu'on a quand même quelque chose à moyen long terme qui est plutôt une stabilité, voire une détente des taux longs en zone euro. J'insiste bien sur la zone euro parce qu'on est un peu plus prudent sur les États-Unis. Mais en zone euro, on a plutôt une vision à long terme de stabilité, voire de baisse de taux long. Et donc une gestion active de la duration parce qu'on peut avoir de la volatilité dans ces 6 premiers mois de l'année. Et donc une reprise de duration par palier. On achète des obligations longues sur tension et on peut peut-être alléger sur repli, comme c'est exactement ce qu'on voit depuis 15 jours avec énormément de volatilité sur le 10 ans français. Ça c'est sur les taux longs européens. Une petite parenthèse, un petit bémol sur les taux longs américains où là on est extrêmement prudent. On pense qu'il y a un risque inflationniste qui est beaucoup plus important aux États-Unis et un risque aussi, c'est peut-être pas un risque, mais que la croissance économique surprenne à la hausse. Ça c'est quand même quelque chose de noter. On a quand même une très très forte résilience de l'économie américaine, bien qu'on voit des niveaux d'épargne des ménages qui est en baisse progressive par rapport à tout l'épargne qui avait été accumulé après le Covid. On a quand même une économie qui est très résiliente, avec des risques inflationnistes qui sont très présents aux États-Unis. Et donc on pense qu'il y a des risques de tension sur les taux longs aux États-Unis qui sont beaucoup plus importants que sur la zone euro. Et donc on sera extrêmement prudent aujourd'hui sur de la reprise de duration sur des obligations longues américaines. Une fois qu'on a parlé de cette stratégie sur les taux sans risque et les taux souverains, on peut aller chercher aussi sur le marché du crédit en ayant en tête les niveaux. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait une très forte résilience économique, très peu de défauts et donc une bonne performance des marchés obligataires en 2025. Et donc revers de la médaille aujourd'hui, on a des niveaux de spread, donc écart entre le taux sans risque et les taux d'emprunt des entreprises qui est très faible, historiquement faible. On a sur l'IG aujourd'hui une moyenne, donc investment grade du triple B, on a une moyenne à 50 points de base. Aujourd'hui, là où il y a un an, on était plutôt à 90, 100 points de base. Donc on a des marchés obligataires qui sont chèrement payés, où le risque n'est pas hyper bien rémunéré, mais qui anticipent finalement une bonne résilience de l'économie. Et avec tout ce qu'on vous a dit, notamment par le fait que la BCE pourrait aussi à un moment donné baisser encore ses taux et donc relancer un peu l'économie, eh bien finalement les taux de défaut, sauf accident majeur au niveau économique, les taux de défaut pourraient rester très très faibles. Et donc le marché obligataire, bien que les spreads soient historiquement tassés par rapport à il y a un an ou 2 ans, eh bien, sont une alternative qui peut être intéressante en portefeuille. Et maintenant, l'alternative au marché de taux, c'est bien sûr les marchés actions. Et on va renouveler le call qu'on avait fait à cette époque-là, en début d'année 2025. C'est que le risque aujourd'hui nous semble être mieux rémunéré, même si les marchés sont chèrement valorisés, objectivement chèrement valorisés, les primes de risque sont assez faibles. Mais le risque pour nous, s'il doit être pris, il doit être plutôt pris sur les actions, puisque là on a une dynamique bénéficiaire qui est assez exceptionnelle, notamment aux États-Unis. Si vous regardez un graphe avec les bénéfices attendus sur les entreprises américaines du S&P 500, vous avez quelque chose qui n'est pas exponentiel, mais qui est en très 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 forte croissance. Bien sûr alimenté par l'intelligence artificielle, mais pas que, enfin principalement quand même. Mais on a quand même quelque chose d'assez exceptionnel et donc on a des marchés chèrement valorisés qui sont valorisés pour une quasi-perfection et c'est aujourd'hui ce qu'on a, une quasi-perfection sur les résultats des entreprises, notamment aux États-Unis. Donc au niveau des zones géographiques, on va privilégier les États-Unis dans notre allocation avec une croissance bénéficiaire qui est assez exceptionnelle,
des marchés qui en termes de multiples sont assez chers, mais qui sont pricés pour de la quasi-perfection, et c'est exactement ce qu'on a depuis quelques mois, et ce qui va pour nous continuer, puisqu'on pense que l'intelligence artificielle reste une thématique centrale pour nous pour 2026. On reviendra après sur comment on peut jouer un peu différemment l'intelligence artificielle tout à l'heure. Au niveau des zones géographiques, on pense aussi que la zone euro peut être intéressante, elle est un petit peu moins chère en termes de valorisation, et on peut avoir des bonnes surprises au niveau microéconomique avec des sociétés qui publient de bons résultats, des sociétés qui sont exposées à l'international, qui publient de bons résultats. Donc l'Europe est aussi à pondérer dans vos portefeuilles. Un petit mot, on n'en a pas encore parlé, sur la Chine. Ça faisait partie de nos calls très importants en début d'année dernière et même en 2024. On pensait vraiment que la Chine était un marché à jouer au niveau des actions. On a plutôt eu raison, il faut le dire. Donc voilà, on renouvelle cet achat sur la Chine avec un petit bémol par rapport à il y a un an et demi. Il y a un an et demi, on avait des marchés actions qui étaient historiquement pas chers, historiquement peu valorisés, avec des croissances bénéficiaires qui n'étaient pas très bonnes. Et donc on jouait une sorte de recovery, d'amélioration des croissances bénéficiaires. Et bien aujourd'hui, on a eu une belle performance des marchés actions chinois. On a eu une légère reprise des bénéfices par action des entreprises. Et donc on a des marchés qui sont un peu plus chèrement valorisés. On est sur une moyenne historique en termes de prime de risque sur la Chine. Donc l'argument de la sous-valorisation n'est plus le seul argument, ne suffit plus aujourd'hui. Il faut aujourd'hui qu'on ait un peu plus de certitude sur notamment la croissance économique et la consommation domestique en Chine. Pour l'instant, les chiffres qu'on voit en Chine ne montrent pas qu'il y a une reprise forte de la confiance et qui entraîne plus de consommation en Chine. Et donc on reste avec une pondération, je dirais, neutre sur la Chine, en attendant d'en voir un peu plus sur la reprise vraiment de la confiance et de la consommation domestique en Chine. Donc les États-Unis dans un premier temps, et puis après l'Europe et la Chine peuvent être intéressants en portefeuille avec différents critères, différents facteurs qui permettent de jouer. Soit vous jouez à travers des actions chinoises, soit des ETF, et même constat sur l'Europe. Notez également que sur l'Europe, on a des secteurs en particulier qui nous sont très très intéressants, notamment le secteur de la défense, qui certes a très bien performé en 2025, qui, on aurait pu se dire, ouais, il va y avoir des prises de bénéfices, parce qu'on peut peut-être anticiper quand même une amélioration des choses en Ukraine, espérons-le. Pour l'instant, ça ne prend pas trop le chemin, et c'est même pire, puisqu'on a eu l'intervention du président Trump au Venezuela, plus les risques sur le Groenland, et donc pour nous, l'argument de la souveraineté devient de plus en plus important dans nos investissements en zone euro, et on se dit il faut jouer des sociétés, il faut investir sur des sociétés où il existe cet argument de souveraineté, et la défense en fait partie. Donc on a des valeurs comme Thales, Dassault Aviation en zone euro, en France, mais on a d'autres valeurs aussi en Allemagne, qui peuvent être intéressantes à jouer pour jouer la thématique de la défense. Et puis après, on va rester aussi sur d'autres secteurs comme les banques. On vous a parlé tout à l'heure des taux, avec des taux courts qui baissent et des taux longs qui peuvent monter. Donc on a une quantification de la courbe des taux en zone euro, et ça, en général, historiquement, c'est plutôt très positif pour les banques, et donc on continue à surpondérer les bancaires dans nos portefeuilles. L'intelligence artificielle restera aussi bien sûr une thématique centrale pour nous en 2026, avec peut-être un élargissement un peu de la thématique IA pure. Aujourd'hui, ce qu'on remarque depuis un an et demi, c'est que ce sont les mêmes acteurs, c'est un peu winner takes all, c'est-à-dire les hyperscalers qui boursièrement et qui au niveau des résultats publient des résultats exceptionnels, et donc qui boursièrement sont beaucoup plus salués que les autres acteurs qui pouvaient être des gagnants de l'intelligence artificielle. On pense en 2026 qu'on va enfin avoir cette diffusion de l'intelligence artificielle à d'autres secteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on joue aujourd'hui nous dans nos portefeuilles, avec non plus seulement les hyperscalers que vous connaissez tous, les Microsoft, les Alphabet, les Oracle, ça vous les connaissez, mais on peut aller chercher d'autres secteurs d'activité qui pourraient profiter de l'intelligence artificielle. Donc ça peut être dans le secteur de la santé, ça peut être dans le secteur de l'énergie. On sait que l'intelligence artificielle est très demandeuse en énergie, et donc jouer des entreprises américaines du secteur des utilities, de l'énergie de manière générale, peut être très intéressant pour jouer une diffusion de l'intelligence artificielle, non plus seulement aux seuls acteurs de la tech. Et enfin, pour terminer ce décryptage, un petit mot quand même sur l'or qui bat des records de jour en jour. On est aujourd'hui supérieur à 4850 $ la once sur l'or. On est passé presque d'un marché haussier à un marché de rupture. Et il y a eu le premier élément au Venezuela début du mois de janvier, qui a bien sûr déclenché un petit flux acheteur sur ce début d'année. Et puis après, il y a eu les tensions autour du Groenland.
Et donc l'or, pour nous, garde des caractéristiques très intéressantes d'actifs refuge dans cette période de tension géopolitique, actifs refuge. Et donc on garde dans nos portefeuilles une position sur l'or malgré les niveaux qui sont très élevés, malgré la performance de plus de 60% en 2025 et de plus de 10%, 10-15% sur ce début d'année. On garde nos positions en or dans nos portefeuilles puisque c'est un actif très intéressant, presque antifragile, dans un moment où on ne sait pas trop ce qui va se passer au niveau géopolitique, notamment autour du Groenland. Eh bien, c'est un actif qu'on garde. Fait intéressant, et je terminerai là-dessus ce décryptage, les réserves d'or par les banques centrales étrangères ont dépassé en montant, en valeur, celles des treasuries, des bons du trésor américain. On est autour en valeur de 4 000 milliards d'or détenus par les banques centrales étrangères et contre 3 900 milliards de bons du trésor détenus par les banques centrales étrangères. Donc ça, c'est un élément qui montre que l'or finalement est devenu pour les banques centrales un actif déterminant pour la souveraineté des pays et pour la réserve de valeur des monnaies. Et donc on garde une vision très positive aujourd'hui et presque indispensable dans nos portefeuilles sur l'or. En conclusion juste de ce décryptage, une vision qui est un petit peu similaire à celle qu'on avait 2025 avec une allocation qui sera plutôt orientée vers de la prise de risque à travers les actions dans un premier temps, actions américaines, actions européennes et pourquoi pas chinoises ou émergents. Et puis dans un deuxième temps du crédit avec une gestion active de la duration sur les taux et des achats plutôt défensifs sur de la qualité et sur du crédit. Voilà, en ayant conscience que le monétaire sur lequel vous dormiez tranquillement depuis quelques mois et quelques années va vous rapporter encore peut-être cette année moins que l'année dernière. Et donc il faut commencer dès maintenant à arbitrer et à faire travailler votre épargne. Merci d'avoir visionné cette première vidéo de l'année 2026. N'hésitez pas à liker la page et à nous mettre des petits commentaires. On est bien sûr à l'écoute des commentaires et puis s'il y a des thèmes bien sûr qui peuvent vous intéresser sur ces prochains mois, on peut être à l'écoute bien sûr de vos propositions.